Donc, dans ce cours, on va introduire ce que j'appelle les variétés morphométriques, qui sont d'une certaine manière un formalisme de géométrie différentielle pour définir, pour avoir des déformations de l'espace. Ces déformations étant ensuite utilisées pour comparer deux formes entre elles. Et donc, c'est une autre façon de voir les liens entre la géométrie différentielle et ici, je dirais la géométrie 2D ou 3D, la morphométrie des formes et des images, et on verra dans 15 jours le rapport avec les statistiques, donc comment on peut utiliser ça pour calculer typiquement si j'ai un ensemble de formes, un ensemble d'images, comment est-ce que je peux redéfinir le concept de moyenne, le concept de variance, le concept de régression linéaire, avec des objets qui, par définition, ne peuvent pas se traiter de manière linéaire. Alors, juste pour quelques diapos d'introduction pour essayer de motiver un peu le sujet. Donc, quand on parle des données, justement, quand je parle de forme ou d'image, c'est ça que j'ai en tête. Donc ici, des exemples sont pris surtout en neuroanatomie, anatomie cérébrale. Il reste bien sûr valable pour tas d'organes, mais l'imagerie médicale est un très bon exemple des types de données qu'on peut avoir envie de traiter et qui peuvent avoir en fait plusieurs formes. Donc, on peut avoir une image, on dit c'est une coupe 2D d'une image en fait tridimensionnelle du cerveau. C'est une image IRM. Je pense que vous avez tous vu déjà ces images-là moins une fois. On peut avoir des images en fait qui sont plus complexes où en chaque point, donc en haut en l'IRM, en chaque point, on intègre un signal ici de résonance magnétique du tissu cérébral. Donc en chaque point, chaque petit voxel, on a moyenné donc une grandeur physique qui donne un niveau de gris, d'accord, donc du noir au blanc. Et dans les images en bas, en fait, on utilise d'autres types d'acquisitions. On fait varier la direction par exemple, des gradients de champ magnétique sur lesquels qui agissent sur le cerveau. Et du coup, en un point, on a non plus une valeur scalaire, qui est un niveau de gris, mais on a ici en fait un tenseur de diffusion qui représente la diffusivité moralement des molécules d'eau dans ce petit volume cérébral. Donc une image, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut se voir comme ça. Donc en fait, en chaque point ici, on a une matrice symétrique définie positive en 3D, donc, ce qui veut dire 3 plus 2 plus 1, 6 paramètres en chaque point. Et là, le code couleur, en fait, représente l'orientation de la direction principale de cette matrice symétrique définie positive. Donc un voxel, ce n'est pas forcément une valeur. Un voxel, on peut avoir jusqu'à 6 valeurs ou voire davantage. Bien sûr, l'image, c'est bien, mais en fait, le cerveau, le vrai, ce n'est pas une image, c'est un objet géométrique, d'accord? C'est un ensemble, à cette échelle d'observation, en tout cas, on peut le voir comme un volume, et avec une surface ici, qui est la surface corticale qu'on voit bien. Donc, en fait, un objet géométrique 3D avec une géométrie tout à fait particulière. Et donc, par exemple, ce qu'on a parfois envie de faire, c'est retrouver cette géométrie en prenant des images et en allant ce qu'on appelle segmenter, c'est-à-dire trouver les limites des contours des différentes structures anatomiques qui composent le cerveau. Et donc, ça peut donner, par exemple, ici, en bas à droite, à la fin d'un pipeline d'analyse, on peut récupérer des surfaces de structures cérébrales. Donc ici, on peut l'hippocampe en rouge, qui joue un rôle important dans la mémoire, qu'on voit là en rouge ici en bas, suivi de l'amygdale, le corps codé, le putamen, etc. Et donc, vous allez un peu, du coup, avoir une représentation de l'anatomie sous forme de maillage 2D, en fait, qui sont les contours, de maillage 2D plongés dans l'espace 3D, dans l'espace ambiant. Donc, c'est une autre façon de représenter des données anatomiques. Une image ou des structures géométriques. Ici, des maillages 2D plongés en 3D. Ça pourrait être aussi des volumes, des maillages tridimensionnels plongés en 3D. Ça pourrait aussi être le cas. Voilà, on a aussi d'autres façons de représenter les différentes structures anatomiques, donc toujours dans le cerveau qui est particulièrement riche de ce point de vue-là. Donc il y a cette fameuse surface corticale que vous connaissez bien. Et par exemple,
certains groupes de recherche s'intéressent vraiment au plissement de ce cortex, donc les circonvolutions qu'on peut y voir, et dont développer certains outils, par exemple, pour aller ici représenter un sorte de sillon, donc on appelle le sillon sous forme d'un ruban cortical. Donc c'est un petit maillage 2D en fait qui est une sorte de comme une lame en fait qui vient épouser la forme du sillon. Et donc on peut avoir représenté l'anatomie cérébrale comme un ensemble ici de sillons, qui sont des petites structures 2D. Donc ça, c'est vraiment c'est extrêmement sophistiqué hein, comme approche. On peut avoir une approche beaucoup plus frustre où on va en fait ici tracer un peu à la main finalement des courbes qui flottent un peu là au-dessus du sillon pour essayer d'en faire une sorte d'empreinte. Donc c'est ce qu'on voit ici à droite. Et donc l'ensemble des données anatomiques qu'on cherche à représenter ici sont un ensemble de courbes, d'accord, donc unidimensionnelles, plongées dans l'espace 3D. Et puis enfin, on peut avoir ce genre de données-là, où là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les fameuses imageries donc de diffusion, où on a en chaque point, je vous ai dit, une matrice symétrique définie positive, et en suivant de proche en proche, de cette manière, le vecteur propre principal de ces matrices, on peut arriver à tracer des courbes qui peuvent être interprétées, dans une certaine limite, comme étant des faisceaux de fibres de neurones, des faisceaux de neurones de la matière blanche. Voilà, donc on peut avoir ce genre là où il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de courbes en fait, qui représentent moralement les circuits neuronaux du cerveau. Et là à droite, en fait, vous avez une sous-sélection pour certains faisceaux de fibres. Donc ici en rouge, en bleu, en jaune, vous avez des faisceaux anatomiques. Là, par exemple, en bleu, ce qui descend, c'est le tronc cérébral. Et donc là, voilà, vous avez des faisceaux de fibres qui contournent ce tronc cérébral avec autour du bulbe. Voilà. Et là, vous avez le rouge, c'est tous les faisceaux de neurones qui relient l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche, à travers le corps caleux. Voilà, donc juste pour vous montrer l'immense variété en fait, des objets qu'on aurait envie d'analyser. Et l'idée derrière, c'est de dire, c'est quand même une idée d'apprentissage, c'est-à-dire de dire, bah voilà, par exemple, j'ai ce type de données sur un échantillon, donc je le regarde chez plusieurs sujets, plusieurs patients, et ce que je veux, c'est comprendre les différences entre toutes ces formes. C'est effectivement que ce serait qu'une anatomie moyenne ou typique dans un échantillon donné. Quelles sont toutes les variances qu'on peut observer, d'accord. Tout le monde est différent. Pas deux jeux de données sur deux patients différents ne sont jamais identiques. Donc, est-ce que je suis capable de résumer la façon dont tous ces objets varient à travers les différents sujets? Et derrière, ça peut ouvrir sur des questions de classification. Si j'ai par exemple un groupe qui a une pathologie, un groupe contrôle, est-ce que je peux du coup comprendre est-ce qu'il y a des différences significatives par exemple, dans les formations cérébrales qui peuvent expliquer cette pathologie par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Donc un ensemble d'idées qui sont vraiment des idées statistiques vraiment de base, mais qui deviennent quand même assez challenging, j'allais dire, sur des données qui ont cette forme-là. Voilà, donc juste pour vous montrer, par exemple, ça c'est une illustration de mon collègue Jean-François Mangin qui montre 4 plissements corticaux pour 4 individus différents. Et si vous pouvez vous amuser à faire le jeu des 7 erreurs, vous verrez qu'il y a entre ces cerveaux des choses qui sont clairement, je dirais, constantes, ce qu'on pourrait appeler des invariants anatomiques. Par exemple, tous les cerveaux ont un hémisphère droit et un hémisphère gauche, séparés par ici une scission interhémisphérique qui est très prononcée, bien qu'elle ne soit pas prononcée de la même façon pour tout le monde. Si vous regardez de manière finement, vous pouvez voir par exemple, un sillon, ce qu'on appelle le sillon central ici, qui coupe une sorte d'orthogonale ici, qui coupe un peu le cerveau en deux de manière frontale, occipitale. Ceci dit, vous voyez, elle peut être plus ou moins facile ou difficile à trouver chez les individus différents. Elles ont certainement des formes et des emplacements qui aussi varient. Et puis, si vous allez plus finement essayer de regarder l'organisation des sillons, vous allez voir qu'il y a une très grande variabilité entre des individus qui, ici, sont tous des individus complètement normaux. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Et donc, voilà, illustré bien ici. Est-ce que je peux quand même arriver à établir des programmes informatiques qui vont m'expliquer, ben oui, quand je vois ça, en fait,
suis capable d'apprendre que le cerveau, ça a deux hémisphères, que ça a un certain nombre d'invariants, le sillon central, le sillon post-central, une scission de Sylvius, etc. Mais qu'en même temps, il y a plein de choses qui sont très différentes d'un sujet à l'autre. Et est-ce que je suis capable du coup de séparer un peu ce qui est commun de ce qui est différent à travers les individus. C'est tout l'objet de ce qui va suivre. Et on voit bien que dans ces objets-là, la grande difficulté, c'est que ce n'est pas comme juste un vecteur de nombres, un vecteur de caractéristiques. Il ne suffit pas juste de les additionner et de les soustraire ou de faire des moyennes pour répondre à cette question. Ok. Alors, quelque chose qui a beaucoup inspiré le domaine de la morphométrie, c'est ce fameux livre de Darcy Thompson, qui est un zoologue biologiste un peu inclassable du début du siècle dernier. D'ailleurs, il en existe ce livre est un pavé assez grand, mais il existe des versions abrégées qui sont traduites en français, d'ailleurs, qui sont de très bonne qualité. Et je pense que, enfin, par curiosité scientifique, je vous encourage à lire. Je pense que c'est vraiment très intéressant de comprendre la démarche scientifique de cet homme-là, si ça vous intéresse. Ici, je prends vraiment un tout petit aspect de sa pensée, mais qui a été très féconde et qui a inspiré, je dirais, plusieurs générations de chercheurs. Et en gros, son idée, mais je la caricature, je la simplifie un petit peu, mais disons que voilà, lui, il regarde par exemple deux crânes ici, un crâne, par exemple, plutôt un crâne d'homme et un crâne de singe. Il dit, ben voilà, si je veux essayer de comprendre en fait la différence entre ces deux crânes, d'accord, c'est un peu la même chose que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a des invariants évidents, hein, il y a des mâchoires, des dents, des yeux, des différents os du crâne qu'on peut retrouver, une mâchoire, des mandibules. Et pourtant, la forme globale de l'objet est quand même très différente. Et donc, il veut comparer ces deux formes, et il dit, en fait, l'approche naturelle consisterait à dire, je vais essayer de décrire complètement cette forme-là, donc je vais peut-être mettre des points, je vais mettre un système de coordonnées, etc., je ne sais pas. Je vais trouver la courbure, la longueur, je vais trouver des angles, et puis je vais la garder sur les deux crânes, et puis je vais essayer comme ça d'essayer de mettre en évidence des différences entre les deux. Et lui dit, en fait, c'est probablement pas la bonne approche, parce que d'abord, je vais peut-être y arriver sur les crânes, mais dès que je vais changer d'objet, je vais de nouveau devoir tout recommencer. Et puis, ces formes, en fait, sont extrêmement complexes, sont très difficiles à décrire, alors que peut-être que la différence entre les deux peut être décrite de manière beaucoup plus simple que la forme elle-même. Et donc, son idée, c'est de dire, par exemple, je peux trouver probablement une déformation de ce crâne-là vers l'autre, qui en fait me superpose le crâne de l'homme sur le crâne de singe. Et cette déformation, alors qu'il a schématisé ici, est en fait probablement quelque chose qui est extrêmement régulier, qui peut être déterminé par un nombre de degrés de liberté qui est en fait pas très grand. Alors que la forme elle-même, si je veux la décrire, il me faudrait un très grand nombre de paramètres pour arriver complètement à la décrire. En revanche, la différence entre les deux formes, si je vois cette différence comme étant une déformation de l'une vers l'autre, cette déformation en fait est peut-être extrêmement régulière. Et lui pense qu'elle est régulière parce qu'en fait, les formes qu'on observe, elles ne sont pas juste liées purement au fruit du hasard, mais il y a plein de contraintes, ce qui fait que la forme d'un crâne ne peut pas être complètement aléatoire. Il y a des problèmes de gravité, d'équilibre, de stabilité, de cohérence, et qui font qu'en fait, même si un singe ou un homme, le crâne ne peut pas être... Enfin, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui a une structure qui est très forte, et peut-être que justement, ces déformations qui permettent de mettre en correspondance de formes capturent en fait ces invariants. Et donc, cette structure-là, elle est assez réduite, et elle est, je dirais, ce nombre de degrés de liberté qui serait nécessaire pour déformer cette forme sur scène. Voilà, et c'est donc exactement un peu dans cet esprit-là qu'on va essayer de travailler maintenant, donc essayer de se dire comment est-ce que je peux trouver un cadre mathématique et calculatoire, un peu systématique, qui me permet de mettre en correspondance deux formes. Donc, évidemment, sans vouloir déflorer le sujet, on verra cette déformation en fait comme un chemin, typiquement une géodésie, par exemple, sur une variété riemannienne, ce serait très bien, comme ça, on aurait plein d'outils à notre disposition pour faire des calculs. Voilà. Est-ce que ça va sur cet aspect un peu introductif?
si c'est bon, je vais arrêter le partage. Je vais repartager plutôt mes notes. Alors, hop, je reviens par là. Alors, je partage. Ici. Et je l'ai mis dans mode paysage, je vais oublier la dernière fois. Est-ce que vous voyez bien l'écran de l'iPad là? Hop là. Oui, alors. On y retourne. Donc l'idée ici, d'accord, c'est de se dire, donc j'ai l'espace, on va faire 2D parce que c'est quand même plus facile de faire du dessin en 2D, mais rien n'empêcherait de le voir en 3D. D'accord, donc j'ai le plan, là-dedans, j'ai par exemple une forme. Et puis j'ai une deuxième forme, par exemple, qui est probablement un peu différente. Et la question que je me pose, du coup, c'est comment est-ce que je vais pouvoir trouver une déformation, je vais noter phi de l'espace, d'accord, phi qui est du coup dans ce cas-là une application liée de R2 dans R2, telle que, en fait, on va pouvoir mettre en correspondance les points. Donc, on va faire une hypothèse supplémentaire qui peut être un peu abusive, mais disons, simplificatrice. Je vais dire que cette forme-là est en fait paramétrée par des points. D'accord. Donc, la forme de départ, je vais supposer qu'elle est déterminée par un ensemble I égale 1 à n de points, qui sont les coordonnées. Chaque x, i est dans R2, hein, les deux coordonnées. Et qu'en face, j'ai la forme qui est également paramétrée, donnée en tout cas, encodée, je dirais, par un ensemble de vecteurs y, y1, yn. Et on va supposer, ça c'est une peut-être simplificatrice, on pourra voir comment on peut l'alléger plus tard, mais que par exemple x1 et y1 sont, comme on dit, en correspondance. Et là, je sais que ce point-là de la forme, moralement, correspond à ce point-là correspond à ce point-là, etc. D'accord. Et donc, je vais estimer phi tel que j'ai des phi de xi sont égales ou à peu près égales à y. On ne veut pas forcément une égalité stricte dans la mesure où il y a quand même peut-être du bruit, il y a quand même de l'incertitude sur la position des points. Il y a peut-être cette forme est extraite d'une image qui a une certaine résolution, donc je n'ai pas une connaissance avec une précision infinie de la position de ces points, donc je vais m'autoriser quand même une certaine tolérance sur la page. D'accord, donc voilà le programme ici un peu plus formalisé, qui est de dire, voilà, je cherche donc à construire des déformations phi. Et justement, quand même, d'où le but de ça, c'est que phi, en fait, est régulière, d'accord, ou régulière déjà, donc on va le voir, ça veut dire que c'est un difféomorphisme, c'est-à-dire que c'est une fonction, c'est infini, inversible, et l'inverse, c'est infini. C'est une sorte, je dirais, c'est la classe de fonctions non linéaires la plus régulière possible. Et on voudra probablement encore même, de manière plus régulière, mais c'est quand même une idée que je veux trouver une famille paramétrique de ces déformations-là qui peut être caractérisée par un nombre relativement faible de dimensions. D'accord. C'est vraiment cette idée de l'architecture qui dit, ben voilà, en fait, par exemple, dans les deux formes qui sont là, je n'ai pas besoin nécessairement, je dirais, d'un paramètre par point. D'accord. Parce qu'il y a une structure, il y a une régularité de la forme qui fait que ce qui va permettre de déformer la forme 1 sur la forme 2, en fait, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup moins de degrés de liberté que le nombre de points qui va servir à décrire la forme. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, comment on peut faire ça? Alors, on peut suivre des idées qui sont tout à fait naturelles, je dirais. L'idée, c'est de dire, la première idée peut-être la plus simple, c'est d'écrire que peut-être phi de x, c'est x plus v de x, où v est un champ de vecteur.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Bah, que sur mon espace de départ, d'accord, je prends tous les points, et puis ce point-là va se dépasser ici, donc de x, je vais aller à x plus v de x, d'accord, et puis ce point-là, x', il ira à x', pardon, plus v de x'. Donc je décris ici une déformation dense, qui s'applique à tous les points de R2, d'accord, et dans lequel je dis simplement que tous les points se déplacent dans la direction d'un certain vecteur. C'est peut-être l'idée la plus naturelle et la plus simple qu'on peut avoir. Alors, la question n'a pas beaucoup avancé parce que, ok, c'est bien gentil, mais donc du coup, il me faut une famille paramétrique de champs de vecteurs. Qu'est-ce que V de x? Alors, qu'est-ce que V de x? Eh bien, et de nouveau, V de x, moralement, j'ai envie du coup, de le paramétrer avec un nombre de degrés de liberté qui est relativement raisonnable. Donc, c'est une fonction continue qu'on veut quand même famille assez riche, mais qui est paramétrée par un petit nombre de paramètres, un nombre de paramètres que je peux contrôler. Bah, il y a une idée assez simple, qui est un peu une idée d'interpolation. D'accord, je me dis, par exemple, eh bien, je refais un dessin, je vais faire un peu plus gros cette fois-ci. Par exemple, je peux me donner un ensemble de points dans l'image, d'accord, on va appeler par exemple des points de contrôle dans le domaine. Je vais appeler C, par exemple, donc j'ai C1, C2, Cn. Et puis, sur ces points-là, ben, je vais du coup devoir estimer un certain vecteur, par exemple alpha 1, alpha 2, alpha n. Et ensuite, j'aurai une sorte de formule d'interpolation, ou voilà, une sorte de ce qu'on appelle en computer graphics du splitting, où à partir de ces quelques données discrètes, d'accord, qui contrôlent le système, je vais pouvoir en déterminer un champ de vecteur pour 2 points x. Donc, de façon assez naturelle d'écrire ça, c'est d'écrire que v de x, d'accord, pour tout x dans R2, pour v de x, bah, ce serait par exemple la somme pour i égale 1 à n, d'une fonction d'interpolation, donc par exemple, alors je l'applique k, peu importe, hein, k entre par exemple x et ci fois alpha i. Et par exemple, cette fonction k, typiquement, on pourrait imaginer quelque chose comme un exponentiel de moins x moins ci au carré sur un 2 sigma 2. D'accord, une fonction gaussienne qui veut dire qu'en fait, moralement, ici, si j'ai le point 1 qui tire dans la direction alpha 1, d'accord, dans tout un domaine ici qui est de taille sigma, je vais en gros tirer à peu près dans cette même direction. D'accord, et puis dans CN, pareil. Voilà, on tire comme ça, avec une amplitude en fait qui diminue de manière gaussienne, d'accord, par rapport à la distance au point. Et donc, quand je suis un peu entre deux points, je vais faire une sorte de moyenne entre la petite contribution qui vient de C1, la petite contribution qui vient de alpha 2, et la petite contribution qui vient de tous les points, et je vais moyenner ça, et ça va me dire, OK, ici, dans ce point-là, quelle est la direction dans laquelle je dois aller. Donc voilà une manière simple, et après on voit que effectivement en jouant sur l'espacement, le nombre et l'espacement des points de contrôle, et puis ce paramètre-là d'extension spatiale, je vais dire, on peut arriver à créer des champs de vecteurs qui sont plus ou moins réguliers. Si je prends un seul C au milieu, un C1 et puis un vecteur là, et que je prends sigma qui est très grand, d'accord, qui est la taille de l'objet que je cherche à déformer, bon, en gros ça fait moralement une translation globalement. Et à l'inverse, si j'en ai plein, je peux arriver à déformer localement plein de zones de l'espace de manière un peu différente et arriver à gérer en fait de cette manière la complexité du champ de vecteur que je suis en train de regarder. D'accord? Est-ce que c'est à peu près clair jusque-là?
Alors, euh,